Hop. Voilà. Salut tout le monde là. Voilà, forme ou quoi? Eh, un beau petit sujet ce soir. Ça fait longtemps que je devais le faire et en plus j'ai gardé des photos depuis le temps. Et c'est vrai qu'on va parler un petit peu des... Bonjour du Québec. Aïe aïe aïe. Il doit être tôt chez toi là. C'est le début d'après-midi là. Quelque chose comme ça. Donc ouais, un beau sujet ce soir. Après 4 ans, c'était toi qui avais demandé les trains blindés HS. Vous savez que je prends toujours dans la liste, hein. Jamais je choisis un truc. Hein. Il y en a tellement dans les listes que ça déroule, hein. De vues, leur qualité. Ça fait longtemps que je fais plus YouTube pour les vues, mec. Hein. Ça fait longtemps que je fais plus YouTube pour les vues, hein. C'est fini cette époque, hein. En janvier 2021. Bah écoute, il est là. Il est là, le HS sur les trains blindés. En moyenne, c'est 3-4 ans d'attente hein, pour un Warbird, Wartank, c'est normal. Mais ils arrivent tout le temps. Donc si vous demandez un truc maintenant, les mecs, vous serez peut-être mort de vieillesse quand il arrivera. Donc ouais, un chouette sujet. Alors oui, là, la photo est totalement... En fait, il n'y a pas beaucoup d'artwork. La photo est totalement Kikou... Kikou lol, merde, je me suis trompé, attendez, c'était pas la bonne, ça c'est la future vignette. Mais vous allez voir qu'il y a eu des trucs de ce genre. Il y a eu des trucs de ce genre. C'est un sujet très intéressant. Alors moi j'adore les trains, vous savez, j'adore les trains. Et c'est... Est-ce que c'est pas une vision un peu archaïque, obsolète, les trains blindés? Là, vous demandez à quelqu'un, vous leur dites qu'il y avait encore des trains blindés qui circulaient en Yougoslavie dans les années 90 et qui sont allés au coup de feu. Est-ce qu'il n'y a pas une idée un peu du côté Far West de trains blindés? Est-ce que c'est pas... Est-ce qu'il n'y a pas une idée quand même de quelque chose de très ancien qui va contre la modernité? Le côté train blindé, il y a un côté steampunk sans aucun doute, mais ça fait pas moderne, un train blindé. Et cet après-midi, j'ai vu une photo de soldats russes en Ukraine sur un train. Et ils avaient rajouté des plaques de blindage et tout. C'est littéralement un train blindé. La définition d'un train blindé est extrêmement large. À l'instant où il y a un usage militaire d'un train, vous pouvez l'appeler un train blindé. Dès que vous mettez des soldats à bord avec une idée de les protéger, c'est un train blindé. Donc c'est quelque chose d'extrêmement... L'usage est terriblement... Pourquoi pas juste dynamiter les rails? C'est un des problèmes des trains blindés. Mais dans ce cas-là, avec les chars, pourquoi pas dynamiter le pont? Ça revient même. Si tu pètes la route, et que tu peux pas passer ni à droite ni à gauche, t'es baisé. Et on va parler un petit peu de pourquoi les trains blindés sont là. On va parler de la Seconde Guerre mondiale, surtout. Parce que l'usage du rail est méconnu pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, j'essaie d'en parler suffisamment souvent quand je parle des Allemands et de la logistique. Les Allemands sont littéralement addicts au rail, hein. Le train blindé dans GoldenEye. Alors le train blindé dans GoldenEye est inspiré entre autres des trains blindés soviétiques pendant la guerre froide qui étaient dissimulés pour avoir un missile balistique à l'intérieur. Il y en a plus maintenant, mais ça a roulé avec un réacteur nucléaire à bord. Il faisait des milliers de kilomètres et il roulait en permanence. Et c'était des trains lanceurs de missiles qui étaient dissimulés, des trains blindés lanceurs de missiles dissimulés en trains normaux. La guerre civile russe, bien sûr. Donc ouais, on va repartir un peu en arrière. Et on va juste retraiter un peu du sujet. C'est aussi vieux que le rail. Ce qui est logique. À l'instant où on a mis des rails, et que les rails ont servi à déplacer des soldats, on a commencé à armer les trains. Que ce soit pendant la conquête de l'Ouest, mais après, les exemples vraiment modernes, récents, c'est la guerre civile américaine. La guerre civile américaine, le rail est d'une importance capitale dans les deux camps. On utilise le rail pour déplacer les soldats, les munitions, l'artillerie. Et on va commencer. Ils sont pas cons à l'époque, hein. Un putain de canon, on comprend que c'est plus facile de le mettre sur des rails que de le faire tirer par des chevaux. Surtout sur du terrain un peu compliqué. Et on va avoir les premiers très gros calibres qui sont montés directement sur rail. Et on va généraliser ça. Hop là. On a des... regardez. Le Gustav en est le meilleur exemple. C'est l'exemple le plus connu. Le Gustav est encore quelque chose d'incroyablement lourd. Mais je vais vous montrer simplement de l'artillerie sur rail. L'artillerie sur rail, elle va être utilisée pendant toute la Seconde Guerre mondiale.
Et c'est vrai que... alors moi j'adore, hein, matez-moi ça. Des tuniques bleues sur les trains, oui, avec le Major Ranstack, je crois. Avec le très très bon sujet, ce tunique bleu. Regardez-moi ça. Il y a du calibre là, les mecs, hein. Il y a du gros canon veineux, hein, musclé, hein. Ça rigole pas, hein. Kim a son train blindé, bien sûr. Kim a son train personnel. Et quand on vous savez que des fois on a peur de prendre l'avion. Les dictateurs et compagnie ont leur train blindé. Staline détestait l'avion. Pour ceux qui le savaient, Staline avait une profonde aversion de l'avion. Staline avait son train aussi. Hitler avait son train, Göring avait son train. Voilà, donc vous avez toute une composante militaire à l'intérieur de ces trains de VIP, où il faut protéger les gens. Voilà. Donc matez-moi un petit peu ça. Donc c'est du train blindé. C'est les débuts du train. Tu considères le train blindé comme un train blindé absolument. Absolument. À l'instant où tu as 2-3 wagons où tu mets de la flaque de la défense antiaérienne, où tu as tout un corps de garnison avec les soldats à l'intérieur, ce sont totalement des trains blindés. Tu peux dissimuler les trains blindés en les faisant entièrement passer pour des véhicules civils et tout. Mais dès que tu as une composante militaire, généralement, c'est des trains blindés. Mais tu peux avoir plein de types de trains blindés. Tu peux avoir des trains blindés lourds avec de l'artillerie et tout ça, une composante de feu, juste une composante de transport. Le terme train blindé est extrêmement large. Et c'est vrai que là, on va voir tout ce qui touche le rail et la guerre. Voilà. Donc ouais, matez-moi un peu ça pendant la guerre civile US, où on va commencer à généraliser. On va avoir les premières tentatives d'utiliser de l'artillerie sur rail, qui sont rien d'autre que des trains blindés avant l'heure. Mais à l'époque, ils ont très tôt compris l'intérêt du rail pour faire circuler les canons, et tirer directement depuis le rail, vous pouvez partir rapidement. Hein, vous pouvez aussi avancer très près. Hein, vous pouvez avancer très près. Tant que le rail est sécurisé, vous pouvez avancer très très près avec ce machin là. Bon, faut pas qu'il y ait un autre canon en face, hein, mais voilà. Donc ouais, pendant la guerre des bourgs, partout vous avez du rail et des grands espaces. Souvent l'usage des trains blindés est lié aux grands espaces, à la densité des rails. Plus vous avez de rails, mieux c'est. Mais dès que vous commencez à faire de la logistique sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, surtout si vous êtes en territoire ennemi, on parlera de ça pour la Seconde Guerre mondiale, les Allemands vont embrasser les trains blindés, entre autres pour des raisons de sécurité, et bah, vous allez commencer à protéger vos rails, et tout ça. C'était vraiment efficace d'avoir un train blindé pour la Seconde Guerre mondiale. Oui et non. On va en reparler de comment certains les ont utilisés, et oui, ils vont être efficaces, mais pas forcément pour les rôles qu'on pense. Voilà. Donc, très tôt, on a des trains blindés. Et on va généraliser l'idée, au fur et à mesure que la densité de rails augmente en Europe et tout, de commencer à emmener ça au combat. En première ligne, on en fait des énormes carapaces, on met des gros canons, et on commence à... Attendez, j'ai mis ça comme musique. Elle est forte. Hop. Hop, hop, voilà. Et on a des... Voilà, illustré à nos jours. Ouais, train blindé, encyclopédie. Sans aucun doute. Vous trouverez plein de photos sur internet, c'est très bien documenté comme sujet. Et on adore. Qui n'aimerait pas les trains blindés? Pendant la Première Guerre mondiale, tout le monde en a. Ça, c'est... regardez-moi ça, le monstre austro-hongrois. Hop là. Oui, pendant la Première Guerre mondiale, vous allez avoir énormément de trains blindés. Les Russes, on va reparler un peu des Russes, mais les Russes vont avoir toute une tradition d'emploi des trains blindés qui va rester jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et même après. Et là, on a... ce sont des monstres, hein. Comprenez que là-dedans... Alors, voyez pas un train blindé juste comme des canons, d'accord? Voyez ça comme des garnisons entières. Généralement, vous allez avoir, dans le train blindé standard qui fait que ça, des pièces d'artillerie lourde, mais aussi des postes de mitrailleuses, des fantassins. Vous allez avoir un corps de garnison à l'intérieur. Si vous avez tout ça, il faut aussi alimenter en munitions. Vous allez avoir une armurerie avec les munitions. Vous allez avoir peut-être un hôpital de campagne, des cuisines roulantes pour la logistique. Vous voyez ça comme une petite garnison entière. C'est comme ça qu'il faut voir le train blindé à partir de la Première Guerre mondiale. Vraiment comme des bases roulantes, capables de se défendre, avec de la puissance de feu, mais aussi tout l'outil logistique pour supporter ce qui se passe autour. Vous voyez? Et ces trains blindés pendant la Première Guerre mondiale arrivent à une période assez intéressante où il n'y a pas encore d'aviation et tout.
Et c'est vrai qu'on va avoir certains trains qui vont avoir des heures de gloire. Donc j'ai des photos incroyables, hein, les trains blindés austro-hongrois encore. Regardez un peu les montres. Je me demande si c'est pas le même. Regardez le canon à l'avant. A l'air presque similaire. Ça c'est pris en 14, ça c'est pris en 15. Vous voyez un peu c'est un peu le même canon, à l'avant. Donc possible que c'est le même train. Comprenez que certains modèles étaient standardisés. Hein. Certaines remorques et tout étaient produites tout de la même façon. C'était des constructions en série. C'est assez dingue. Hein. Et les Français vont généraliser, et les Allemands aussi, l'artillerie sur rail, les mecs. Alors, quand la guerre est statique, la Première Guerre mondiale est un superbe exemple d'emploi d'artillerie sur rail. Donc généralement, quand vous avez de l'artillerie sur rail, vous avez aussi toute la protection qui va avec. On peut considérer que l'artillerie sur rail sont des trains blindés. Et la Première Guerre mondiale, qui va s'enterrer à partir de 15-16, c'est l'endroit parfait pour intégrer le rail et la mobilité du rail pour déployer des pièces près du front, mais aussi éviter la contre-batterie potentielle. Vous tirez une après-midi, vous vous barrez, vous allez à côté là où il y a besoin, on sait qu'il y a des cibles juteuses, on se déplace de 50 km. Les rails donnent une incroyable capacité de mobilité à cette puissance de feu. Et là, les Français, ça c'est les Français en 17, des calibres de 370 mm, on va déplacer des canons absolument monstrueux, chez les Allemands aussi d'ailleurs. L'artillerie sur rail pendant la Première Guerre mondiale, allez voir les photos, c'est incroyable. Et on aura des trucs encore plus gros pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ça le truc. Donc tout ça, pour moi, rentre dans ce qu'on va appeler la catégorie... C'est du canon de marine à la base, parfois oui, il y a tout, hein. Il y a tout. Il y a des machins, j'ai des photos incroyables, hein. Regardez ça. 1916, on voit que ce sont des trains blindés. Vous avez... C'est pas juste un canon. Vous avez toutes les munitions qui vont avec. Vous avez aussi toute la pièce de chargement, parce que, pour charger ce genre d'obus, les mecs, vous faites pas ça à la main, hein. Vous y allez avec des treuils et tout ça, il y a des grues pour mettre les machins. C'est une énorme logistique sur les rails. Voilà. C'est prévisible pour les déplacements. C'est pas si simple que ça de détruire des rails. Hein, détruire des rails, c'est pas facile. À moins que tu aies une équipe avec des explosifs. Donc faut envoyer... Il faut que tu saches que tel train va passer à telle heure, que tu détruises avec une petite équipe, une fine équipe. Oubliez pas que les rails, la France et l'Allemagne et l'Angleterre ont les réseaux les plus denses d'Europe. C'est-à-dire que si un rail est détruit trop à l'avance, c'est pas un problème de faire un détour par d'autres rails intacts. C'est pas facile d'immobiliser... vraiment, à moins de le faire dans l'action. Quand il roule et que tu le pètes, la densité du réseau de rails en Europe et en Allemagne fait que vous circulez très facilement. Même en cas de coupure, c'est très facile de contourner et d'arriver dans un sens ou dans l'autre. Et détruire des rails n'est pas si évident que ça. Pour nous, c'est logique, mais dans les faits, demandez aux Allemands pour la Seconde Guerre mondiale, les Alliés étaient fous. Parce que les Alliés détruisaient toutes les gares de triage, et les Allemands, les ingénieurs de la Reichsbahn, le réseau était tellement dense en France que les Allemands arrivaient à se balader n'importe où via des petits itinéraires secondaires et tout ça. C'était compliqué. C'est compliqué de détruire des voies à proprement parler. Et c'est vrai que la Première Guerre mondiale, c'est le contexte parfait pour l'artillerie sur rail. Le fait que les lignes soient statiques, qu'on puisse arriver près du front, on peut même construire des rails. Vous savez, on peut même construire des foutues voies de chemin de fer pour aller au plus près. Généralement, quand on parle de tanks et tout ça, les premières offensives blindées françaises et anglaises, les rails, on amène les blindés à quelques kilomètres de la ligne de front. 10-15 km maximum, on amène les blindés, on les descend, et parfois on construit carrément des lignes pour aller au plus près de la ligne de front. Vous voyez un petit peu le merdier. On le cache dans les tunnels, absolument. J'ai une photo, malheureusement je l'ai pas mise, où on voit le canon allemand sur rail à Anzio qui sort du tunnel, les mecs rechargent, on tire et puis on se replanque dans le tunnel. Vous voyez le truc? Et regardez, les 400 mm, hein, les Howitzer de 400 mm français sur rail. Ça c'était fait pour percer les forts, les lignes de forts de Verdun et tout ça. Ça vous mettait des coups terribles.
des coups absolument terribles. Les 400 mm, là, ça doit être parmi les plus gros calibres de la Première Guerre mondiale, je pense, ceux-là. Mais ce sont des monstres. Voilà. Donc ouais, ce sont des trains blindés. C'est de l'artillerie portée sur rail, mais on exploite toute la flexibilité du rail pour pouvoir amener ça au combat. Alors même si on n'a pas eu à proprement parler des trains blindés de combat, vraiment, on va en voir d'autres, il y en a eu, parce que le terrain s'y était pas trop propice, on va avoir combien de chargeurs pour ce calibre? Ouais, c'est un 6 coups les mecs, t'arrives, clac clac clac, et puis ça part tout seul, tu vois. Regardez, pareil là, matez ça, c'est les canons sur rail américains. Matez un peu. Elle est belle la photo, hein. En 18. Le canon sur rail ricain. Ce sont des monstres, hein. C'est moderne à l'époque. Nous, il y a un côté steampunk que j'adore au canon sur rail. Et on se rend pas compte à quel point on les a utilisés Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Ah, faut pas tirer là. Faut pas tirer là. Amené par bateau. Très probablement. Si c'est américain, ou alors c'est de l'artillerie navale sur rail. Il faut les voir comme ça. Mais c'est déjà des prouesses techniques et logistiques de déployer de tels monstres. Et d'être capable de tirer, de les entretenir, de les déplacer. C'est fou. Et vous avez les mêmes chez les Allemands, hein, de monstres. Hein, voilà. Les rois, c'est l'URSS. En plus, je vous l'ai dit, plus il y a de l'espace, mieux c'est. L'URSS, pendant la Première Guerre mondiale, on va avoir l'artillerie sur rail, on va avoir des vrais trains blindés. Et l'URSS est taillée pour ça. Ils auront une tradition très tôt. Des trains blindés. Là, vous voyez de l'artillerie, des colonnes entières d'artillerie qui sont... Non, mais c'est génial quand vous y pensez. Généralement, là, l'artillerie est quelque chose de très compliqué à déplacer. Et là, vous arrivez... hop là, c'est parti, on met ça sur les trains. Et les soviétiques, l'Empire. Puis après, on va avoir la guerre civile. Et la guerre civile qui est une guerre abominable. Mais on va avoir des trains blindés incroyables qui vont faire tout le transsibérien. Le plus connu, c'est le Zamuretz, ils vont se battre pendant plusieurs années. Hop là, regardez ça. Hein, la Légion tchèque et compagnie. Incroyable. Mais on va avoir tous ces trains blindés. Donc ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Matez un peu les engins. Classe. Donc ouais, on va... Les soviétiques, je vais le répéter encore, hein, mais on va... pendant toute la guerre, vont utiliser les trains blindés. Voilà. C'est quelque chose qui va devenir même... qu'on retrouvera au début de la Seconde Guerre mondiale, pour le pire. Voilà. Pareil. Ça, c'est le train blindé Slava Ukraini, voilà, qui est un ancien train blindé de la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous voyez un peu l'armement? Vous voyez les Maximes qui sortent là? Les 3 postes de Maxime, et il y en a encore derrière? C'est pas facile de mettre ça hors de combat. Les plus gros canons sur rail, c'était quoi? Ah bah, on a Dora de 800 mm pour la Seconde Guerre mondiale, hein, pour faire péter les murs, pour faire péter les forts de Sébastopol, sur 4 rails. Mais là, c'est plus une pièce d'artillerie mobile. Après, il faut la démonter entièrement. C'est un énorme bordel à déplacer. Voilà. Donc ouais, matez un peu ça pendant la guerre civile. Vous savez, nous, ça nous semble aujourd'hui, on se dit, allez, un obus, mais à l'époque, c'est pas facile de mettre ça hors de combat. Je veux dire, ce sont des engins extrêmement rapides. Hein. Ce sont des putains de trains. Hein. Ça joue sur la mobilité, la vitesse. Ça peut attaquer dans la profondeur. C'est bardé de canons et de mitrailleuses. Ça fera un peu plus sourire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça se passera pas très bien pour les trains blindés au feu. Mais pendant la guerre 14 et dans cette période de la guerre civile, ce sont de fantastiques outils. Ce sont des fantastiques... Voilà. C'est beau. C'est beau. Et ça va peut-être marquer un peu trop les soviétiques. Puisque ça va rentrer totalement dans leur culture militaire avec une doctrine d'emploi extrêmement agressive. Sauf qu'en 1941, les choses ont beaucoup changé. Et ils vont payer cher
l'emploi extrêmement agressif de leur train blindé. Et pendant l'entre-deux-guerres, on va continuer à avoir des trains blindés. On va reparler des soviétiques, mais les Allemands, les Italiens, les Polonais vont avoir des trains blindés. Alors les Italiens les utiliseront pas au combat, mais les Allemands et les Polonais en 39 vont aller au carton avec des trains blindés. Les Allemands aussi. J'ai des photos incroyables. D'ailleurs, et un des atouts, c'est la densité du rail. La densité du rail, regardez en France, en Allemagne, les Allemands n'ont pas d'essence. Je le répéterai toujours, les Allemands se battent pendant la Seconde Guerre mondiale comme la Première Guerre mondiale. Donc et la guerre de 1870 aussi. Tout passe par le rail. La logistique, les troupes. Et si on peut faire passer l'artillerie sur le rail, on fait passer l'artillerie sur le rail. Et les Allemands seront addicts à ça pendant toute la guerre parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc ce réseau extrêmement dense de voies ferrées permet de faire des dingueries pour déplacer les armées, la logistique, mais aussi la puissance de feu. Et on va avoir très tôt les Allemands, les Polonais aussi, donc en 1939, on a des trains blindés un peu partout. Les Soviétiques sont les rois avec plus de 60 trains blindés, mais on a les Allemands qui en ont quelques-uns aussi de combat. Les Polonais, regardez les 2 trains polonais, ça c'est polonais, c'est entre autres des reliques de la guerre civile de 1920-1921 je crois. Et c'est encore en service en 1939. Vous avez le train 11 Danuta et le 12 Poznańsk. Et ça, eux, sont encore opérationnels en 1939. Ils vont aller faire le coup de feu. Regardez le schéma à peu près. Et ils vont aller faire le coup de feu avec ça contre les Allemands. Et on va avoir les trains blindés qui vont en première ligne pour tirer du char. Et ils vont être extrêmement gênants, ces trains. Alors, il y a un énorme souci pour les trains blindés. Ce qui se faisait pendant la guerre civile russe, où on était capable de faire des dingueries avec les trains. En 39-40, il y a l'aviation qui est là. Et l'aviation devient un énorme problème pour les trains blindés, puisque quelqu'un me l'a très bien dit, si tu coupes le rail, ces engins sont aussi efficaces qu'ils sont mobiles. Un train blindé... Alors, l'écartement des rails, c'est une très bonne question. J'ai pas trouvé d'infos sur ça. Pourtant, les Russes ont un écartement différent des Allemands. Mais j'ai un paquet de photos où on voit des trains blindés allemands en Union soviétique. Et même en 1945, des trains blindés soviétiques qui ont fini à Berlin. Et pourquoi il y a des wagons vides devant et derrière? Je sais pas. Peut-être qu'ils ont des trucs à mettre dessus. Donc ouais, anti-mine. Ouais, anti-mine. Hein. C'est pas une mauvaise idée. Hein. Anti-mine. Hein. Donc ouais, on va avoir, pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1939, septembre 1939, on va avoir les trains blindés au combat. Ça va venir supporter des positions. Ils sont extrêmement mobiles. Mine de rien, rappelez-vous, ils sont incroyablement rapides. Donc ils peuvent facilement arriver sur zone. Les tourelles, elles peuvent tourner. Supporter, tirer avant la contre-batterie. Tant que les rails sont intacts, c'est un outil de combat qui sont quand même vachement intéressants. D'ailleurs, c'est le même train ici qui, lui, a été endommagé puis détruit au combat. Il y a différentes légendes. Les légendes disent que c'est les Allemands qui l'ont détruit, que c'est les Polonais qui l'ont sabordé parce qu'ils étaient endommagés. Donc ouais, en tout cas, les pauvres trains polonais ont été détruits au feu. Mais dites-vous que les Allemands, dans les premières heures, ont aussi... Alors cette photo... Dites-vous que je vous mets des photos qui parfois correspondent pas à ce que je dis, d'accord et ça, c'est une photo tardive, parce qu'il y a certains designs là, de wagons allemands qui datent de 1943. Dites-vous que les Allemands ont continué à développer des wagons blindés jusqu'en 1943. Et ils les ont produits en grande quantité. Donc ouais, même les Allemands, en 1939 en Pologne, ont forcé la frontière avec des trains blindés pour aller capturer des ponts un peu en profondeur. On a eu des assauts d'infanterie. Donc là, si vous regardez, la photo est très intéressante. Vous avez un quadritube. Regardez-le, la flaque, le Firling monté. Quadritube, vous avez des corps de garnison, on voit les radios et tout. Et là les mecs, c'est à l'entraînement, sans aucun doute, sortent du train, on monte à l'assaut. Oubliez pas que vous avez de l'infanterie alors. C'est pas juste des canons. Le blindage, oui, c'est du gros blindage, c'est fait pour résister quand même à de la mitrailleuse lourde, voire même du 20 mm et tout ça. Mais c'est des beaux bébés. Donc même les Allemands
en 39, ont des trains blindés en Pologne, même si ils vont en faire encore plus. Romain! C'est un plaisir de te voir. Bah merci de passer le temps de dire bonsoir, et en plus tu lâches du pognon, c'est très gentil. Penses-tu que l'artillerie ferroviaire aurait sa place dans la guerre moderne? Non. La logistique, oui. En Ukraine, on voit encore que les Russes tapent les gares ferroviaires. Je crois que c'était il y a quelques mois de ça. Les Russes avaient tiré du missile balistique sur un convoi ferroviaire avec du matériel occidental dessus. La logistique par train existe toujours. Par contre, l'artillerie ferroviaire, c'est un peu obsolète. On a tellement des bons systèmes d'armes aujourd'hui pour tirer et disparaître que l'artillerie ferroviaire est obsolète. Par contre, la logistique par train est toujours indispensable aujourd'hui. On ne peut pas faire sans les rails, tout simplement. Donc ouais, vous voyez que là, les Allemands ont dit matos. Des combats en train blindé ou contre des chars. Alors, la légende dit que en Pologne, on a eu un duel entre deux trains blindés, polonais-allemand, pas sûr. Par contre, en Union soviétique, vous allez voir que les Russes ont envoyé leurs trains blindés au carton contre des tanks allemands. Et on a eu des trains blindés, beaucoup de trains blindés ont été détruits de la sorte. Et d'ailleurs, regardez ça. Ça, c'est en 1940 en France. Comme je vous dis, les Allemands, dès qu'ils peuvent utiliser le rail, ils l'utilisent. En France, en 40, on amène l'artillerie sur rail. Rappelez-vous que l'artillerie allemande, en France, allait à cheval. Qu'est-ce que vous préférez? Être à cheval ou être sur rail? Donc les Allemands abusent, dès qu'ils le peuvent, abusent du rail. Entre autres pour l'artillerie portée, dès qu'ils le peuvent, ils l'utilisent. Parce qu'il fait du tir tendu. Il fait totalement un tir tendu. En tout cas, c'est bas. Donc matez un peu le machin. Ils sont en fait combien? Ça dépend du calibre, ça dépend de l'installation, du type de canon et tout ça. Donc ouais, matez un petit peu les monstres. Donc on a du mal à concevoir ça que dans cette guerre moderne, qui est la Seconde Guerre mondiale, on se bat comme la Première Guerre mondiale. Les Allemands sont à cheval, la logistique est à cheval, et on utilise des canons sur rail dès qu'on peut pour tirer sur des cibles trop dures, entre autres de la ligne Maginot et tout ça. Voilà. Et comme dit Arcvolt, rappelez-vous que le réseau ferroviaire français est un des plus denses d'Europe. C'est du pain béni pour les Allemands pour déplacer certaines de leurs unités sur rail. Voilà. Regardez ça. Très tôt, les Allemands déplacent leur flak. Quand j'avais fait un hors-série sur la flak, je vous avais dit que les Allemands, très tôt, avaient appris à utiliser des trains anti-aériens pour simplement déplacer rapidement une batterie d'un point A à un point B. Vous imaginez la logistique pour déplacer des canons de 88 par la route. Quel bordel c'est. Voire même des canons encore plus gros de 128. Et vous les mettez sur des plateformes sur rail. Et les réseaux sont tellement denses, forcément il y a des rails tout autour des villes. Et il est extrêmement aisé de commencer à mettre... à partir de 44-45, c'est toujours les mêmes cibles qui sont bombardées. Hein. Vous mettez des canons de 88, les zones industrielles, absolument. Donc là, vous allez voir les Allemands déplacer de la flaque lourde sur rail. Et ça économise de l'essence. Rappelez-vous que les Allemands font tout ça parce qu'ils n'ont pas d'essence. Ils usent et abusent du rail parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà. Très impressionnant, hein, les photos des batteries de DCA sur rail. Je trouve ça incroyable. Et regardez ça. Ça tire. On est en 40. C'est pour supporter la bataille d'Angleterre. Vous avez les canons lourds allemands au Cap Griné qui tirent de l'autre côté de la Manche. Donc les Allemands ont encore toute une énorme gamme de canons lourds sur rail, tout droit sortis de la Première Guerre mondiale. Et ils vont les utiliser pendant toute la guerre. Jusque dans les dernières semaines de la guerre, on a encore des canons sur rail sur les voies ferrées allemandes qui se cachent dans des tunnels et ça tire. J'ai des photos qui ont été prises en mars 45 de canons allemands qui ont été capturés par les Alliés. Et regardez ça, ça devait être une contrainte. Tu te démerdes pour... Après, les canons parfois sont aussi, peuvent aussi pivoter et tu te démerdes pour trouver une parcelle de voie qui est bien orientée. L'avantage de ces canons, c'est que ça tire de n'importe où. Dès qu'ils sont posés, tu les déploies et voilà. Donc là, vous avez des batteries ferroviaires qui sont, mine de rien, extrêmement faciles à déplacer. C'est un des avantages de ces canons. C'est qu'ils sont faciles à déplacer. Vous pouvez les amener où vous voulez, tant qu'il y a des rails. Et voilà. Il y a beaucoup de flexibilité là-dedans.
c'est pratique et flexible. Et ça consomme pas trop d'essence. Donc généralement, ils se déplacent avec leur propre locomotive blindée. Et ils ont leur propre convoi ferroviaire et tout ça. Avec les munitions, le corps d'artilleurs. Ce sont des trains blindés à part entière. Donc là, nous, on voit juste le canon. Mais vous avez d'autres wagons et tout ça, d'accord? C'est le niveau déploiement. Tout ça, c'est long à déployer. Hein. Ça se déploie pas d'un coup de doigt. Hein. Ça se prépare. Hein. Voilà. Pourquoi pas en péniche? Oh, c'est chaud en péniche. Hein. Ah non, c'était d'accord. Ça se... Pourquoi c'est pas la logistique ferroviaire dans les gares? Ouah. Non, qu'on a des... Mais on utilise la logistique ferroviaire de nos jours. Comment tu crois que tout le matériel, il va en Ukraine? Hein? Tout le matériel. Les milliers de véhicules qu'on envoie en Ukraine. Ils y vont par rail. Ils y vont par rail. Tout passe par train. On embarque en Allemagne et compagnie, et puis ça finit à Kiev. Et pour les gens qui suivent un peu le conflit, très souvent, on voit des trains qui passent en Roumanie, pleine balle, et c'est des kilomètres d'équipement militaire. Certes, je pense que l'artillerie ferroviaire est obsolète aujourd'hui, pour des raisons technologiques, qu'on fait mieux, plus rapidement, et plus de flexibilité pour éviter la contre-batterie. Par contre, la logistique ferroviaire, a toujours été de mise. Tiens, regarde, même chose pour le Pakistan. Absolument. Hier, j'ai vu une vidéo, vous avez le berger avec ses moutons, et vous avez une colonne gigantesque, un train sans fin qui passe, avec sûrement l'entièreté d'un régiment d'artillerie. Pendant 5 minutes. Les rails sont toujours extrêmement d'actualité. Les choses n'ont pas changé. Voilà. Par contre, l'artillerie ferroviaire, elle, est obsolète. T'arrives à la fin? Non! Là, pareil, regardez. Ça, c'est du 280 mm allemand. Ils vont utiliser ça pendant tout le conflit. Donc là, on voit bien l'installation. Hein. Regardez ça. Ça, ils vont les amener en Union soviétique. Ça bombardera Anzio. Ça fera... ils vont en capturer pas mal pendant la bataille de France. Les Alliés vont tellement bombarder les réseaux ferroviaires allemands, plus les actions de la résistance, que parfois les Allemands vont abandonner des gigantesques convois ferroviaires avec des canons comme ça au milieu de nulle part. Voilà. Et au niveau intérêt rattaché ou à des comptes avec coordination, aucune idée. Bonne question. Je ne sais pas comment les canons sur rail étaient intégrés au niveau organique dans l'armée. Très bonne question. Regardez, ça c'est c'est le train. En 1941, c'est toutes les lignes ferroviaires en Union soviétique. L'Union soviétique a un énorme problème de route. Par contre, je peux vous dire que pour le rail, l'Union soviétique, avec son industrialisation, le rail soviétique est pas dégueulasse du tout. Vu la taille du pays, c'est un pays qui est fait pour le rail. Et l'Union soviétique, très très tôt, a misé sur un réseau qui est quand même extrêmement dense. Et ils vont utiliser ça à bon escient. D'ailleurs, vous noterez, on voit la ligne unique pour aller à Stalingrad. La ligne qu'utiliseront les Allemands en partie jusqu'au Don. Vous voyez la ligne qui part de Rostov et qui va jusqu'à Stalingrad. Donc les Allemands vont beaucoup utiliser cette ligne de chemin de fer pour ravitailler Stalingrad. Donc vous voyez que les Soviétiques ont aussi un réseau qui est extrêmement dense de rails. Et les Soviétiques, c'est les rois du train blindé. Sauf que là, on a vu des exemples où il n'y a pas à proprement parler de doctrine de combat des trains blindés, d'accord? On verra les Allemands et les Polonais faire quelques dingueries, mais ça reste anecdotique. Les Soviétiques, eux, ont toute une doctrine de combat et de feu autour de l'usage des trains blindés au combat. Ils en ont plus de 60 de trains blindés. Hein. C'est considéré comme de l'unité de feu de première ligne. Ils vont envoyer ça au carton en 41 face aux Allemands. C'est un véritable désastre. Parce qu'on est dans l'âge d'or tactico-opérationnel allemand. Vous avez des Stuka, des pilotes de Stuka qui vous mettent des bombes sur 1 mètre de diamètre. Vous voyez? 1 mètre de diamètre. Il y a des pilotes de Stuka, ils vous mettent une bombe de 500 kg là-dedans. Ça pose un énorme problème. Parce que les Soviétiques, dans les branlées qu'ils vont prendre en 41 puis en 42, vont prendre la mauvaise habitude d'envoyer leurs trains blindés au combat, en première ligne, pour entre autres ralentir les avancées allemandes.
Vous allez voir, les photos sont incroyables. Hein. Nous là, je vous mets des photos pas que de... mais les soviets, eux, ont un vrai usage de proximité, vous voyez. On va chercher l'ennemi. Quelqu'un me demandait, est-ce qu'on se bat contre des tanks? Les soviétiques, oui, vont carrément envoyer des trains blindés pour aller taper du tank allemand. Et je peux vous dire que ça fonctionne bien, hein. Parce que les tanks allemands à l'époque, bon, c'est pas non plus... c'est un peu léger, hein. Entre tout ce qu'on a pillé en Europe, les 38T, les 7TP, les restes français et les Panzer III et Panzer IV, quand vous commencez à prendre du 76 mm dans la tronche, c'est compliqué. Donc les trains blindés soviétiques sont surarmés, tant au niveau canon longue portée, DCA, ce sont sûrement les trains blindés les plus lourds d'Europe à l'époque. Et ils en ont plus de 60. Ça, voilà. Ça se ferait canarder, drone et arty, bien sûr. Tu détruirais les voies. C'est facile de réparer des voies de chemin de fer et tout ça, mais l'artillerie ferroviaire n'a aucun avenir. Il y a la logistique, oui, mais l'artillerie ferroviaire, c'est mettre surarmer des trains ne sert à rien aujourd'hui. Voilà. Hop là. 14, 17... Oh, alors, pas en Europe. Sur le front Est, oui. Sur le front Est, ça a été utilisé, bien sûr. Dès que ça bouge et qu'il y a des rails, on utilise des trains blindés pour la Première Guerre mondiale. Parce que c'est extrêmement efficace. Tout simplement, c'est super efficace. On aura en Bulgarie, on aura des trains blindés. Les Russes utiliseront des trains blindés aussi. Ouais. Regardez ça. Matez les monstres. Vous reconnaissez la tourelle? Ah. Est-ce que vous reconnaissez la tourelle? Ça rigole pas quand même, hein? Vous en avez, les trains blindés, vous en avez avec des canons sur rail, alors vous en avez, pardon, avec des tourelles de T-34-76, des KV-1, ils vont mettre tous les calibres là-dessus, ils vont utiliser des systèmes qui existent. Alors le gros problème, c'est qu'ils sont obsolètes en 41, d'accord? Comprenez que la doctrine soviétique d'envoyer ça au combat, oui, c'est bien. Le problème, c'est que les Allemands, ils sont pas cons. Les Allemands, à l'époque, ils font la même chose avec les trains blindés que quand ils tombent sur des KV-1. C'est-à-dire qu'on attend, on appelle l'aviation, et pour le train blindé, c'est encore plus facile. Vous détruisez les rails. Vous détruisez les rails derrière, et les trains blindés, ils se font choper. Dites-vous qu'ils vont perdre tous leurs trains blindés. Leurs 63 trains blindés, ils vont tous être détruits en 41 et 42. Ils vont tous se les perdre au combat. Ils vont apprendre, puisque en 43, 44, 45, ils perdront que 3 trains blindés. Mais ils vont continuer à construire des trains blindés, malgré le fait qu'ils aient une pénurie de locomotives et tout ça. Ils vont continuer à développer des nouveaux types de wagons. Et ils apprendront à mieux utiliser leurs trains blindés, surtout en support. Ils les enverront plus en première ligne. Voilà. Donc ouais, on a les trains blindés soviétiques, regardez ça. Les Maxim. Donc là, on retrouve des designs un peu de la Première Guerre mondiale, mais regardez les pièces d'artillerie. Regardez les monstres. Donc ça tire loin. C'est aussi fait pour faire du support. Vous avez vu le nombre de Maxim sur les photos? Vous avez une double Maxim là. Maxim. Donc ça, c'est la doctrine soviétique d'aller chercher l'ennemi. Hein. C'est compliqué, quoi. L'URSS ne reçoit pas 1000 locomotives des US. Ils recevront toutes leurs locomotives, toutes les locomotives russes pendant la Grande Guerre patriotique viennent des États-Unis majoritairement. C'est quoi l'effectif d'un vrai blindé soviétique? Ouh, il y a du monde, hein. Les soviétiques sont ceux qui ont les trains les plus complets en termes de support. Je m'avancerai en disant peut-être 300-400 personnels pour tous les artilleurs, l'infanterie de support et toute la logistique du train. On n'avait pas un train blindé durant la foire aux livres sur la guerre d'Indochine, mais figure-toi que j'ai des photos des trains blindés de la Légion qui arrivent plus tard. Mais on a eu des trains blindés, en effet, en Indochine. Parce que les trains blindés sont quand même pratiques dans certains contextes. Par contre, on se rend compte qu'en 41-42, ils sont obsolètes face à l'intensité et à la précision du feu. Ça va être la révélation pour les soviétiques. Ça fait du très bon support à quelques kilomètres derrière le front, que ce soit au niveau logistique, parce que ça apporte un excellent support logistique, ça apporte des munitions, ça apporte des mécaniciens. Il y a aussi un hôpital, vous pouvez avoir des hôpitaux de campagne, c'est aussi flexible. Vous pouvez facilement interchanger des wagons, rajouter des wagons, amener des wagons de transport pour protéger une division qui se déplace. Un train blindé amène beaucoup de flexibilité et de support logistique. Mais
c'est fini la première ligne. Vous pouvez plus les envoyer au carton. Ils sont... Le feu est trop précis, ils sont trop faciles à détruire. Et regardez là, les photos, elles sont incroyables. Regardez les armements des mecs. Vous voyez que cette photo, c'est pas le début de guerre. Vous avez vu le mec avec les deux bottes là? Je suis coincé! Mon lieutenant! Regardez les armes. Ce sont des troupes d'assaut. Eh, hey, PPSH les mecs, hein. C'est du PPSH, hein, entièrement, hein. Ça esquive pas terrible. Bah, les tanks non plus, hein. C'est un tank... Ça esquive pas bien non plus, hein. Mieux qu'un train, mais dis-toi que si un tank est immobile, et immobilisé, ou un train est immobilisé, les deux sont foutus. Voilà. Donc, vous apprenez, les Russes vont apprendre à ne plus envoyer leurs trains blindés en première ligne. Donc là, vous avez, regardez ça, tout l'armement, c'est du PPSH. Donc là, c'est sûrement une photo qui est prise, peut-être en 42-43, quand ils vont commencer à arrêter de faire des conneries avec leurs trains blindés, et qu'ils vont faire plus que du support. Mais c'est superbe pour faire du support d'artillerie, parce que vous avez vu qu'il y a des sacrées pièces, vous pouvez les amener à quelques kilomètres du front, pour tirer par-dessus les lignes, pour préparer une offensive. Vous pouvez aussi déplacer des troupes en toute sécurité, et tout ça. Voilà. Donc ouais, beau joujou. Ouais, à gauche, il y a un PPSH 43, je pense, avec le chargeur courbe. Donc ouais, c'est une photo tardive. Mais dites-vous qu'ils vont les utiliser toute la guerre. Et j'ai des photos de trains blindés qui arrivent, où on est en 45 à Berlin. Donc je vous disais, ils sont vulnérables. En 41, c'est fini la guerre civile russe. Et dès que les Allemands, et les Allemands sont bons à ça, sont capables de coordonner du feu, immobiliser un train blindé, alors, ils sont difficiles à réduire, hein. C'est comme les KV-1. Vous voyez, c'est comme les KV-1 et les KV-2, ce sont des V... C'est dur de les détruire. Mais dès qu'ils sont immobilisés, vous appelez l'artillerie régimentaire, et vous les explosez à coups de 150, vous les explosez à coups de lef, et c'est ce que feront les Allemands. Ou alors, vous amenez les Stuka. Mais ce sont des cibles terribles à réduire, mais rien d'impossible pour l'armée allemande, en tout cas de 41 et de 42. C'est gênant, mais pas plus qu'un KV-1 ou qu'un KV-2. Et c'est vrai que les Soviétiques vont faire d'énormes erreurs. Ils vont sacrifier beaucoup de leurs trains blindés pour essayer de ralentir les Allemands, tant en 41 que 42. Comme je dis, ils vont perdre toute leur dotation de 41, elle n'existe plus en 42. Ils vont perdre tous leurs trains blindés, tous. Donc on a pas mal de photos simplement de trains blindés soviétiques détruits de 41 et 42. Voilà. C'est beau. Je ne fais que passer, mais écoute, merci mec. Passe une bonne soirée. La moustache de Quinquin, ce pseudo. Magnifique. Donc ouais, joli, hein. D'ailleurs, on a des trains blindés légendaires. Dans la bataille de Sébastopol, alors là, c'est pas une photo de ce train, d'accord, mais on a le train blindé russe Zeleznyavkov, qui était appelé le train fantôme par les Allemands. Extrêmement gênant. Plus de 140 missions pour harceler les Allemands en Crimée. Et ce train blindé va être détruit au moment de la prise de la ville. Mais, écoutez, ils étaient efficaces. Tant qu'il y a de la densité de rails et que vous avez l'effet de surprise, et que vous arrêtez pas, si vous vous arrêtez, c'est fini pour vous. Mais on a des histoires avec des trains blindés. Ouais, ce train blindé était légendaire en Crimée. Voilà. D'ailleurs, regardez. Ça, c'est la génération plus tardive qui va arriver à partir de 43. Donc les Russes vont continuer à faire des gros designs donc ils vont... je sais que c'est dur à concevoir que Russes et Allemands vont continuer, Soviétiques, vont continuer à développer des nouveaux designs de wagons de trains blindés. Et les Soviétiques vont faire pareil. On va continuer à mettre de l'artillerie lourde. On va commencer... Vous voyez qu'il y a encore de l'artillerie de protection rapprochée. C'était rapide, oui. Ça fonce, ces machins. Il y a eu des trains blindés pendant la guerre d'hiver, absolument. Les Finlandais avaient même un train blindé avec une tourelle soviétique de 45 mm, un truc de BT-7 dégueulasse. Mais les Finlandais avaient aussi un train blindé. Donc ouais, les Soviétiques vont utiliser leur train blindé plus qu'en support à partir de 43. Et ça va finir à Berlin. On a 2 trains blindés. Attendez, zut. Ouais, c'est pas grave. Je vais vous montrer les photos tout de suite. Ça, c'est pris en 45. Vous avez les 2 trains blindés de pointe. Ne me demandez pas comment ils ont fait pour les écarts de rails.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est confirmé que les trains blindés ont suivi l'avance soviétique. Je pense pas qu'ils aient changé les rails aussi rapidement. Là, vous avez parmi les deux gros trains blindés soviétiques, il y a le Kozma Mini et le Muromets qui vont suivre l'avancée soviétique et finir à Berlin, dans la banlieue de Berlin en tout cas, quasiment en même temps que la ville va tomber. Ce qui est assez dingue. Donc regardez, ce sont des trains de support, d'accord. Les soviétiques ont compris que les trains ne fonctionnent plus en première ligne. Donc ils sont là pour faire du support. Sûrement les évacuations de blessés, et tout ça, locomotive allemande très probablement. D'ailleurs, dites-vous que les Allemands ont récupéré le matériel soviétique, et après les Soviétiques ont récupéré les matériels allemands que eux-mêmes avaient capturés des Soviétiques. Donc ils se sont souvent passés les équipements de main en main, ce qui est assez fou quand on y pense. Donc là, vous avez les photos des trains blindés soviétiques en 45. Bah voilà justement le Kozma Minin. Voilà. Regardez les armements. Hein. On est sur du soviet fin de guerre. Et c'est vrai que regardez la locomotive derrière, les monstres que c'est quoi. Donc là vous avez lui a reçu je crois l'ordre du drapeau rouge ou un truc comme ça. Il y a des trains blindés qui ont reçu des médailles, dont ces deux trains blindés là. Voilà. Donc ouais, vous aviez des trains blindés stars. Ce qui est suffisamment rare pour être noté. Il y a les BP-43. Après, c'est les BP, c'est le nom technologique des trains, d'accord. En termes de standardisation, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc techniquement, tous les trains soviétiques, et même les trains allemands, dis-toi que les trains allemands vont même garder les mêmes noms que les soviétiques parfois, parce qu'ils vont récupérer les trains soviétiques qu'ils vont remettre en état. Voilà. Donc ouais, les Allemands n'ont pas beaucoup à proprement parler de trains blindés. Ils en ont, on l'a vu en 39, mais au fur et à mesure qu'ils vont conquérir l'Europe, bah, ils vont se rendre compte que, un, ils sont pas les bienvenus, et que deux, les espaces sont gigantesques, qu'il faut les protéger, et les Allemands vont développer tout un outil autour des trains blindés, simplement pour le déplacement, et pour la sécurité des déplacements. On parle suffisamment assez des partisans soviétiques qui étaient une plaie pour les Allemands. Et bah, les partisans soviétiques, ils vont éviter d'attaquer un train blindé avec une garnison et de l'armement. On choisit des cibles juteuses, pas protégées, et il y a une volonté des Allemands qui sont tellement incroyablement dépendants du rail de protéger les réseaux ferroviaires avec des unités mobiles spécialisées, et on va avoir les Allemands qui vont commencer à développer des trains blindés, pas pour le front, mais simplement pour protéger leurs lignes logistiques et garder les lignes de chemin de fer ouvertes. Et ils vont... attendez, hop... Non, j'étais en avance. Regardez ça. Ils ont fait quoi, les Allemands? Ils ont capturé, très souvent, des trains blindés soviétiques qui étaient en gare, qui avaient été abandonnés, trop endommagés, et les Allemands vont simplement récupérer entièrement tous les trains blindés soviétiques. Rappelez-vous les dizaines et les dizaines de trains blindés qui ont été cartonnés, qui ont été abandonnés. Certains étaient simplement endommagés, où il y avait des wagons détruits, mais certains wagons étaient intacts. Et les Allemands vont commencer à opérer des trains blindés soviétiques repeints avec une croix noire, des Beute trains blindés. Et vous allez très souvent voir, regardez, ça c'est une locomotive soviétique. Hein. Vous la reconnaissez par rapport aux photos du début. C'était complexe à produire. Non, c'est des wagons, mec. C'est littéralement des putains de wagons. Des wagons avec du blindage. C'est plutôt simple, hein. On sait faire des trains depuis très longtemps. On faisait des trains bien avant de faire des chars. Hein. Donc ouais, facile quoi. Ah, guise offensive. Est-ce que les réseaux... bien sûr. Les Allemands, on avance avec le rail. Les Allemands en Union soviétique avancent avec les lignes de chemin de fer. Ce qui est logique. Puisqu'on sait que derrière ça suit. On avance avec le rail. Parce que les Allemands sont dépendants du rail. Donc vous vous éloignez pas trop des lignes de chemin de fer. Voilà. Regardez la loco. On voit que c'est du bricolage, la locomotive Minecraft, complètement. Ça, c'est allemand, les mecs. Ce sont des Allemands qui ont récupéré une locomotive soviétique, qu'ils ont remise en service pour leurs propres besoins. Hop là. Et bah, forcément, il y a un côté... Il y a tellement un côté Freikorps, pour ceux qui connaissent toute l'épopée des Freikorps. Il y a tellement un côté Freikorps avec les Totenkopf, les têtes de mort et tout. Mais pas du tout. Regardez, c'est les transports allemands. Eh, les divisions allemandes, tout passe par le train.
il y a des millions de soldats allemands qui vont transiter par le train pendant la Seconde Guerre mondiale pour aller mourir en Union soviétique. Eh ben, on protège, les convois sont protégés. Vous avez des locomotives blindées et vous avez, avec la FLAC et aussi contre les partisans, vous avez des... Donc on met des trains réguliers avec des wagons blindés. Donc c'est pas juste des trains blindés comme on en a vu des trains forteresses. Ce sont plutôt des espèces de mélanges de wagons normaux avec des wagons spécialisés pour la bataille du rail, un classique. Voilà. Donc là vous avez simplement d'anciennes locomotives soviètes ou alors des wagons soviètes qui ont été convertis par les Allemands. Regardez, on les reconnaît les locomotives des trains blindés soviétiques de 1941. Vous avez vu le design? C'est particulier, hein? Mais c'est... voilà. Moi, je trouve ça adorable, hein, le côté Minecraft, le côté steampunk est là. Hein. Voilà. C'est totalement le côté steampunk, mais c'est les Allemands qui réutilisent tout ce qu'ils ont trouvé en Union soviétique. Et on sait que les Allemands étaient des clodos et les rois de la récup. Voilà. Et ils vont faire ça pendant toute la guerre. Regardez, ça c'est totalement un train blindé soviétique. D'ailleurs, il a tellement été remis rapidement en état qu'ils n'ont même pas enlevé la tourelle qui a peut-être été détruite ici, ou en tout cas sacrément endommagée. Et il y a même les maximes, les mecs. Regardez, les croix peintes à l'arrache. Écoute, au moins elles sont droites. Hein. Mais regardez, ils ont récupéré des wagons entiers, des trains entiers soviétiques. Et ils les réutilisent. Ça fonctionne bien. Donc en même temps, vous avez les soviétiques qui ont refait des nouveaux trains pour les années 43, 44, 45. Et vous avez les Allemands qui littéralement se dotent de tout un pool de trains blindés avec leurs propres wagons qu'ils vont construire, mais aussi avec des anciens wagons soviétiques parce que ils vont en récupérer des grandes quantités à cause des soviétiques qui vont faire beaucoup de merde avec leurs trains blindés en 41, 42. Regardez, là on retrouve du design allemand. Les Allemands ont un très joli design de train blindé et on reconnaît les designs allemands beaucoup plus German Engineering, vous voyez ce que je veux dire? Entre ça, vous voyez, hein, il y a quand même, vous voyez, on retouche, on retrouve la touche allemande quand même. Il faut que ça ait un peu de gueule, quoi. Mais là, on voit des designs allemands. Dites-vous que ça, c'est des designs tardifs, d'accord? C'est des designs tardifs de trains blindés. Très intéressant. Ça, pareil, c'est encore du soviétique qui a été récupéré. Hop là. On voit les mitrailleuses Maxim et tout ça. C'est beau. Entre les trains d'avant et d'aujourd'hui, les trains d'aujourd'hui ne servent plus à faire la guerre. Les trains d'aujourd'hui servent... C'est des trains de marchandises sur lesquels on déplace des véhicules. Ou des ressources, de l'essence et tout ça. On ne fait plus la guerre avec les trains. Par contre, on se sert des voies ferrées pour amener l'équipement d'un point A à un point B. Voilà. Lorsqu'ils faisaient le train blindé, bien sûr, on a... Mais les trains blindés sont pratiques. Ils sont pratiques. Hop là, regardez ça. Les Allemands vont même développer un wagon spécial pour mettre des tanks. Donc dites-vous que le tank, là, il n'est pas en transport. Ce petit 38T que vous voyez fait partie intégrante du train. Il est sur le super... C'est le train, les mecs. Il est sur un wagon spécial que les Allemands ont développé pour pouvoir mettre des tanks. On pourrait se dire qu'il est là pour le transport. Là, il fait partie intégrante du train. Donc vous voyez que c'est des wagons soviétiques. Wagons soviétiques avec le wagon de transport allemand où ils ont mis un 38T. Ben ouais, mais les mecs, si on est en 42, 43, c'est un peu obsolète. Hein, si c'est un peu obsolète, vous le mettez sur le... Si vous avez plus de pièces détachées, que c'est obsolète ou qu'il a été cassé, mais que la tourelle et l'armement marchent, vous le mettez sur le train. Les Allemands ne jettent rien. Vous ne jetez pas d'équipement qui fonctionne encore. Rien ne se perd. Tout se récupère et s'utilise. Et là, vous avez un très bel exemple. Mais attendez, regardez. C'est quoi le tank, là? Sur le même type de wagon dégueulasse. Hein, c'est quoi ce superbe véhicule? Ah. Eh ouais, c'est français, les mecs. C'est un Somua S35. Il est beau, hein? Donc, regardez le Somua S35, magnifique.
peut-être qui fait la police en Union soviétique. Mais vous savez que les partisans, le partisan lambda, il ne peut pas gérer ça. Donc oui, vous pouvez pas amener un S-35 sur le front de l'Est en 42-43, mais le mettre sur un train blindé comme ça, sur un petit wagon de marchandises protégé, je peux vous dire que ça, vous le respectez quand vous êtes un partisan et que vous avez que un Mosin Nagant ou un Kar 98. Vous pouvez pas vous attaquer à ça. Ça rigole pas, ça. Hein. C'est un beau bébé, hein. Sacré blindage, bon canon. Vous respectez ça. Donc c'est là où les trains blindés, les Allemands vont développer ça. C'est pas pour aller se battre contre les Soviétiques, mais c'est simplement pour sécuriser les rails. Sécuriser les rails pour protéger la logistique, tout simplement. Donc les Allemands, eux, vont développer leurs trains blindés dans un souci d'efficacité logistique. Et ils vont y mettre énormément d'efforts. Regardez, un autre tank. C'est quoi ça? Lui aussi a eu quelques problèmes, visiblement. Mais... Ah, ça marche aussi très très bien, hein. Le P4, hein. Le P4. Alors, un P4 endommagé, qu'on ne peut plus réparer. Mais si il est encore intact au niveau du tir et tout ça, vous le mettez là-dessus. Voilà, vous le mettez sur un wagon de transport, vous le posez dessus, là. Et je peux vous dire que ça va faire le boulot. Parfait. Magnifique, hein. Donc, ouais, très jolie photo. Et vous noterez que à gauche, c'est un wagon soviétique. Vous verrez pas, c'est rare de voir un train blindé allemand sans wagon ou locomotive soviétique. C'est pour vous dire à quel point ils en ont récupéré et à quel point ils les ont utilisés. Parce que c'était bien designé, c'était bien pensé. Mais c'était obsolète en 41, pour le combat en tout cas. Et les Allemands vont continuer à designer. Regardez ça. Ça, c'est le design de Stey de 1943. Schwerin, Schienenpanzer Spatzug. Ils sont allés récupérer les vieilles tourelles de P4 et ils ont mis ça sur des nouveaux designs de wagons. Regardez. Ça ressemble à des tourelles de P4, ça, les mecs. Hein. De P4, les P4 courts. Magnifique, hein. Donc dites-vous que ça, c'est des designs de 1943. Les Allemands vont faire ça plus proche de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a un côté Warhammer 40 000, comme je dis dans le chat. Hein. On dirait un... C'est beau, hein. On dirait un truc de Krieg. Regardez ça. Magnifique, hein. Donc les Allemands vont continuer à designer des nouveaux modèles. Les canons de 75, les vieux canons de 75 de P4, on ne les jette pas. On ne jette pas les chars. On récupère les châssis. Vous vous rappelez quand je vous dis que les Allemands font des conversions en récupérant les châssis des vieux tanks, on fait des nouveaux. Eh ben, les tourelles avec les vieux canons, on les garde aussi. Et regardez où ça finit. Ça finit sur le mur de l'Atlantique parfois. Ou alors ça finit sur des wagons de trains blindés. Vous avez vu à quel point les Allemands, c'est les rois des clodos? Vous voulez qu'on reparle des Américains et de quand ils se permettent d'avoir 2 lignes de montage pour Sherman et pour Lee Grant en même temps? On vit dans un autre monde, hein. Mais vous voyez l'importance du rail pour les Allemands et aussi l'investissement que ça a représenté pour eux au niveau logistique. Regardez ça. Il est beau, hein. Donc voilà, ça date de 43. Donc ça, c'est encore... Oh là là, mais c'est beau. C'est beau. Donc ouais, c'est des modèles tardifs. En soi, pour combien de lignes de défense? Mais absolument. Absolument. Et les Allemands... Les rondes, c'est quoi? Très bonne question. J'en sais rien. Je n'en sais rien. À Berlin, les tourelles statiques. Absolument. Il y a un côté de désespoir à ça. Hein. Dès que tu fais du statique, c'est jamais bon signe. Voilà. On dirait des photos faites par les IA. Pas du tout. Pas du tout. C'est du vrai matériel allemand. Après, peut-être que des fois, je me fais aussi baiser. Hein. Allez savoir. Hein. Pas parfait. Hein. Hop là. Regardez ça. Tous les wagons soviétiques. Donc ça, c'est encore des... Il y a même un projecteur, regardez. Vous avez vu les projos? Rappelez-vous, ils sont là pour lutter contre des partisans. Ils sont pas là pour aller taper du russe en première ligne. Un train normal, un train blindé à côté,
une locomotive blindée. Et on a le Firling quadritube. Vous le voyez, le quadritube? Vous avez les projecteurs. Et vous avez les gros calibres. Classe, hein. Donc ouais, ça écume les routes. Les routes. Les routes et surtout les rails soviétiques. Jusqu'à la fin de la guerre. Hein. Toutes ces photos, elles datent de 1943. Hein. Regardez. Pareil. Donc là, on a du mélange de wagons soviétiques avec... Là, on reconnaît des wagons plus tardifs allemands. Bah ouais, le Rut, hein, regarde. On accouple du soviétique modifié avec de l'allemand. C'est magnifique. Donc, c'est beau. Mais voilà, c'est beau. Moi j'aime le train, j'aime les trains et je trouve ça extrêmement classe. Regardez, ça c'est pris en 45 à Gdansk. Fin de la guerre, les mecs. Regardez, à Danzig. Matez le P4 abandonné, la tourelle de P4 abandonnée sur le train. Arme du désespoir. Mais ça se déplace avec une locomotive, c'est un canon de 75, ça fait bobo. Donc ouais, vous avez jusque dans les derniers jours de la guerre, les Allemands, il y a un côté avec Max complètement, les Allemands qui se battent encore sur les rails. Il y a un réseau ferroviaire extrêmement dense. Donc on peut se permettre ce genre de dinguerie, même si... Sauf que ce qui marchait pas pour les Soviétiques en 41, ça marche pas pour les Allemands non plus en 45. Vous n'allez pas aller au carton avec ça. Les trains sont aussi inefficaces pour le combat vraiment rapproché en 41 qu'en 45. Voilà. Mais très très joli. Hop là. Donc pour garder les axes logistiques ouverts. Il y a très longtemps, j'avais traité d'un véhicule magnifique qui était l'auto-mitrailleuse française Pandar 178. Et je vous avais montré que les Allemands l'avaient utilisé. Regardez. N'est-ce pas un train blindé? La question est légitime. Mais il n'y a pas que des monstrueux machins comme on a vu. Vous pouvez aussi utiliser des véhicules, des petits véhicules, pour éclairer les trains blindés. Comme là, notre Pandar 178, Schienenpanzer 204F pour Franzose. Et vous pouvez utiliser ces véhicules en avant du dispositif. S'il y a un train important qui arrive, bah vous allez, hop, pas de locaux. Donc pas vraiment un train. Écoute, c'est sur rail. C'est sur rail, ça avance sur rail, ça recule sur rail. C'est pas un train blindé. Mais c'est pour montrer que on a aussi ce type de véhicule. Et c'est pour montrer... J'essaie d'insister sur l'importance du rail pour les Allemands, au point qu'ils en sont réduits à faire ce genre de choses. Vous noterez qu'il y a une... Vous la voyez, l'antenne longue portée? Hein? Ça, c'est une antenne de transmission longue portée. Vous croyez qu'il fait quoi, là, le mec? Ça, c'est simplement de la reconnaissance pour s'assurer que les rails sont pas détruits. Et ça fait la police. S'il y a un problème sur les rails, hop, radio, et on dit on a un rail détruit ici, envoyez une locomotive de réparation. C'est la police du rail, ça. C'est beau, hein? Moi, je trouve ça incroyable. Et là, vous en avez une autre, encore avec l'antenne, et regardez derrière, il y a un train blindé. Elle est littéralement, la petite Pandar, là, sur rail, elle est en train d'éclairer un train blindé allemand. Superbe, hein? Vaut mieux pas tourner le volant. Ah ouais, là, faut pas tourner le volant, là. Hein. Hop là! Tu fais une Charles Leclerc, là, à la sortie du virage. C'est parti, quoi. Elle a bien voyagé, celle-là. Eh, mais les véhicules français qui ont fini au fin fond de l'Union soviétique, il y en a eu un paquet, hein. Voilà. Donc, ouais, on a encore des trains blindés en France. Donc, dites-vous ce qui fonctionne en Union soviétique. Mais ça fonctionne aussi en France en 44. Les résistants sont pas nombreux, mais ils sont aussi un peu casse-couilles parce qu'ils s'attaquent aux lignes ferroviaires et tout. Et on a, avec le débarquement qui va arriver, on a des trains blindés. Alors lui a été capturé normalement, je crois, à Bordeaux. Mais là, il est exposé à Verdun en 46. Donc un train blindé allemand intact que les Français ont capturé intact. Et après, il était exposé après-guerre à Verdun.
Donc lui a été capturé dans une gare française, sûrement immobilisé, voie ferrée détruite ou un truc comme ça. Bah, si la voie ferrée, il y en a pas, il y en a pas. Hein. Donc ouais, très intéressant de voir que il y avait des gros trains blindés qui faisaient du support aussi en France en 44. Et regardez ça, c'est pris en août 44 dans la poche de Montélimar. Et on a un énorme canon sur rail allemand, un 380 mm, un Siegfried KE, bah, simplement, qui a été voie ferrée détruite ou sabotée. Et il semble avoir un peu déraillé. Et les Américains l'ont capturé intact. Parce que les Allemands n'ont pas pu simplement... Rappelez-vous que dès que la guerre redevient très très mobile, ces véhicules perdent en valeur. Ajoutez, d'accord? En territoire occupé, sur des longues distances, c'est très bon. Dès que la guerre de mouvement reprend, ça devient difficile pour ces véhicules. Que ce soit les trains blindés, mais aussi les canons sur rail et tout ça. C'était pas un grillé dans le premier wagon. Ah, peut-être, hein. Peut-être, hein. Ça serait très possible. Hein. Cette photo, elle est incroyable. Puisque c'est une ancienne pièce française de la Première Guerre mondiale. C'est du 370 mm de 1915, dont on a vu, je crois, une photo au début. Vous savez où elle est utilisée, là, cette pièce? En Afrique. Putain. En Afrique, les mecs. On est à Ouagadougou. On est à Varsovie. Les mecs, on est à Varsovie. À l'automne. Fin de l'automne 44. Donc sûrement que le canon, là, est en train de faire du tir à longue distance sur les soviétiques qui sont aux portes de la ville. Directement, vous noterez à la quantité de rails. Vous noterez à la quantité de rails qu'on ne doit pas être loin d'une gare de triage. On est sûrement dans la gare de Varsovie. Et les mecs font du tir à longue distance. Hop là. Pareil. Ça, c'est capturé en mars 45 à Cologne. Par des Américains. La 3e division blindée américaine. Les Allemands ont capturé pas mal de canons français de la Première Guerre mondiale qu'ils ont réutilisés pendant la guerre. Donc on a quelques exemples de canons lourds français sur rail qui ont été utilisés par les Allemands. Voilà. Donc là, on est à Cologne en mars 45. Donc vous avez encore, tout à la fin de la guerre, les Allemands. Donc ça, c'est un 274 mm. Et vous savez quoi? C'est une ancienne pièce française. C'est une ancienne... Il y a F. C'est un canon français de prise qui a été réutilisé par les Allemands. Les Allemands ont... Les Allemands ne jetaient rien. Donc, tous les canons sur rail français de la Première Guerre mondiale qu'ils ont récupérés et tout ça, parce que les Français en avaient encore, bah, les Allemands ont fait main basse dessus et les ont réutilisés. Magnifique, hein. Hop là. Donc ouais, ça reste la fin d'une ère. Le fait que les Soviétiques apprennent à... Enfin, le fait qu'on n'utilise plus les trains blindés au combat, mais plus pour des tâches logistiques, ne veut pas dire qu'ils sont inefficaces. Au contraire, on voit qu'ils sont très utiles pour sécuriser dans un territoire de basse intensité où la populace n'est pas bien armée, mais vous déteste. Un train blindé, c'est vachement dissuasif quand même. Hein. Les partisans soviétiques, ils allaient pas se jeter sur un train blindé, les résistants non plus. Hein. Les mecs étaient pas cons. Et c'est vrai que les trains blindés vont encore garder toute leur efficacité pour la logistique et pour sécuriser les axes. Et même après-guerre. J'ai quelques exemples sympas d'après-guerre. Quelqu'un me disait que est-ce qu'on n'avait pas des trains blindés? Ça se répare vite un rail sauté. Ouais, en quelques heures. Avec une équipe bien rodée, en quelques heures, tu répares ça. Ça va très très vite. Regardez! Ça, c'est la Rafale! En Indochine, un des trains blindés qui était utilisé en Indochine pour mater la racaille. Viet Cong. Le Viet Minh, comme vous voulez. Et donc en Indochine, les Français, entre autres la Légion étrangère, ont utilisé des trains blindés. Et là, c'est pareil. On prend des wagons et puis on fout une tourelle de char. Là-dessus. Et c'est parti. Dès que vous êtes dans un territoire qui vous est pas trop favorable, c'est extrêmement dissuasif. À moins d'être sûr de votre coup, vous n'allez pas attaquer ça.
Donc forcément, voilà quoi. Tu fais un truc après. C'est une proposition, Galpin? Comment ça? Galpin, espèce de coquin. Je t'avais dit jamais en live, Galpin. Regardez ça, c'est pas un gros Beaufort de 40 mm, ça? Hein, en Afrique aussi. Ouais, en Afrique aussi. J'ai pas trouvé de photo. Mais sûrement qu'en Algérie, on a dû aussi avoir des trains, des trains blindés. Regardez-moi ça. Ça rigole pas quand même, hein? On reconnaît les képis blancs. Donc ouais, ce sont des trains opérés par la Légion. Et vous avez de l'armement à bord. Toute une gamme. Vous le voyez, le mortier, là? Hein? Donc vous avez du Beaufort. Vous avez des canons plus basiques. Mitrailleuses. Et là, il y a un mortier. Regardez, il a l'obus de mortier dans la main. La clope au bec. Et là, vous avez le mec en train de toucher à la hausse du mortier. Voilà. Pourquoi on ne les voit pas en casque? Parce que le casque, ça fait chier. Le casque, c'est lourd. Tu soignes dessous. Et c'est pas adapté à la guerre coloniale. Voilà. Pépé, c'est le petit nom que je donne dans ma main droite. Eh, Galpin, ça va quand même. Ça devient malsain, la Galpin, quand même, hein. Aïe, aïe, aïe. Donc, ouais, donc le train La Rafale, vous le voyez, avec le mortier, le Beaufort. C'est un terrain qui est parfait. C'est un terrain, certes, de haute intensité, mais en face, il n'y a pas forcément de l'équipement lourd. Et vous ne voulez pas vous attaquer à des trains trop lourdement armés ou trop bien protégés. Regardez l'inondation, là encore. À droite et à gauche, vous avez de la flotte. Il y a juste le ballast qui passe. Magnifique. Regardez les radios, la transmission, la taille de l'antenne, le mec à la radio. Et vous avez le train qui fait son bout de chemin. Propre, hein. C'est en Indochine, ouais, absolument. Tout ça, c'est en Indochine. Sur la Rafale, sur YouTube, des archives de la SNCF. Bah écoute, si des gens veulent aller voir, vous tapez Rafale, train blindé, peut-être que vous tomberez dessus, si vous voulez aller voir un peu plus de détails. Mais preuve que, même après-guerre, on a continué à utiliser ça. Je vous l'ai dit par exemple plus tôt, mais pendant la guerre froide, les soviétiques, eux, avaient développé toute une doctrine de dissuasion nucléaire autour de trains nucléaires qui tournaient H24 avec des missiles balistiques directement intégrés dans les... Attendez, je vais essayer de vous trouver une photo de ça. J'ai oublié de la mettre, mais ICBM Train. Railcard Launch ICBM, classique. Ah bah, super, on en a un au musée de Moscou, peut-être. Hop. L'image est incroyable. Hein. Hop, desktop. Tac. 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 Hop là. Regardez. Ça faisait partie de la doctrine soviétique nucléaire. Pour... donc, on dirait pas un train blindé comme ça l'est. Et les machins tournaient tout le temps. H24, plusieurs, sur des rails de façon totalement aléatoire. Donc le but est de ne pas avoir de schéma habituel. Vous voulez jamais avoir une habitude, parce que si vous avez une habitude, alors vous êtes prévisible. Donc ces machins tournaient de façon totalement aléatoire aux quatre coins de l'Union soviétique. Et en cas d'alerte nucléaire, ils pouvaient juste soulever le toit, missile. Impressionnant, hein. Et ils ont opéré ça pendant des décennies. Voilà. Donc le concept a changé. Le concept a changé, mais train nucléaire, lanceur d'engin, il y a de ça. Mais c'était en vigueur et c'était une doctrine soviétique de feu nucléaire. Ce qui est absolument incroyable quand on y pense. Et les derniers trains au combat... Hop là, attendez, je vais virer ça. Les derniers trains au combat, c'est dans les années 90. Regardez ça. Train blindé serbe pendant la guerre civile en Yougoslavie. Regardez bien la tourelle. Elle vous fait penser à quoi, la tourelle, là? La jolie petite tourelle. On la connaît, celle-là, hein? On l'a déjà vue dans les War Tanks. C'est pas du tout soviétique, les mecs. C'est du L4. Patinbert a trouvé. Les mecs, c'est du L4. C'est une tourelle américaine de M18. Ils sont allés fourguer. Ils sont allés fourrer sur un train blindé une tourelle de M18. Ah, ça fait le boulot, hein.
une petite tourelle de M18. Donc on a eu les derniers combats de trains blindés pendant la guerre de Yougoslavie. Parce que ça fait toujours le boulot, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, ça prête à sourire, mais par son obsolescence. Direct du musée, il y a de ça. Il y a de ça. Hein. Mais voilà. Donc on avait encore des trains blindés en Yougoslavie. Les derniers trains blindés au combat en support en Yougoslavie. Mais vous ne me prenez pas, on utilise toujours le train aujourd'hui. Mais uniquement pour la logistique. Le feu est devenu obsolète sur le train parce que le feu sur train est prévisible. Vous voulez être imprévisible. Et on a des systèmes d'armes aujourd'hui qui permettent de tirer et de se déplacer très très rapidement. A contrario, si le train est trop statique pour être intéressant. Voilà. Faut pas juste qu'un avion ou un hélico passe par là, absolument. Mais la guerre civile de Yougoslavie est une guerre particulière, assez rustique, où les trains blindés ont leur intérêt. Voilà. Avec beaucoup d'unités de milices et tout ça. C'est pas une guerre de haute intensité extrêmement moderne. C'est pour ça qu'on a ce type de véhicule qu'on voit ce type de véhicule être utilisé, tout simplement. Donc ouais, incroyable les trains blindés, incroyable. Donc ouais, voilà, je crois que c'était juste un petit pour les gens qui connaissaient pas du tout. Donc on en a utilisé beaucoup pendant la Première Guerre mondiale, pendant l'entre-deux-guerres, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on en a beaucoup utilisé. Leur emploi, forcément, a changé, c'est adapté à la logistique et tout ça, et au support. Ouais, on en a beaucoup utilisé, tout simplement. Voilà. Entre italien et anglais, j'ai vu un canon sur rail anglais. C'est pas un M18 posé directement sur le wagon. Attends, on va re-regarder, j'ai un doute affreux. Oh, bordel. C'est totalement un M18. Ils ont pas posé la tourelle, les mecs. C'est un putain d'M18. J'avais pas fait gaffe. Je m'étais dit qu'ils avaient... C'était le wagon avec les trucs autour. Mais pas du tout. C'est le putain de char. Ils ont fait comme les Allemands avec le S-35 et le 38T. Hein? Ils ont fait comme les Allemands. Ils ont fait comme les Schleux, mais c'est incroyable. Plus les choses changent, plus elles restent le même quand même. Hein. Voilà, ils ont juste rajouté des Schürzen autour. Écoutez, c'est un bon canon, hein. C'est un bon canon. Ouais, c'est trop long à enlever la tourelle et tout. On va juste mettre le char directement sur le train. Magnifique. Magnifique. Voilà. Peut-être qu'un jour, on fera un tome 2, allez savoir. Hein. On fera peut-être un tome 2 et j'irai trouver des trains blindés inconnus. Pépé, le Heinkel 177. Il a dû être demandé... le Heinkel 177. Par contre, je sais pas... tu nous feras un bonus sur les canons sur Anne. Il y a totalement du grain à moudre pour un tome 2. Première Guerre mondiale ou un truc comme ça. Totalement. Donc peut-être qu'à l'occasion, je ferai péter un tome 2 et on ira chercher plus de photos et d'anecdotes d'autres trains blindés. Voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là. Quelle heure il est? Oh là là, tout ça. Bon. D'ici une petite demi-heure, direction Terra Invicta. Ça va péter. Attendez. Hop. 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 Ah plus, tu peux remonter le Seafire. Ouais. Laisse-moi trouver le Seafire dans ma liste. Seafire, je le trouve pas. C'est pas grave. Je vais le noter avec un plus. Hop, voilà. Hop. Voilà. Tac. Donc ouais, Terra Invicta, ça va péter les mecs. Moi qui bosse dans le ferroviaire, c'est toujours intéressant ce sujet. Bah ouais, c'est génial les trains. C'est génial les trains. Voilà. Est-ce qu'un ODB de Armored Division américaine est prévu? Ça pourrait être intéressant de faire un petit ODB de division blindée américaine, absolument. Je vais le noter en sub-goal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de toute façon en plus un ODB. Je vais le noter sinon je vais l'oublier. Et je suis toujours à la recherche de sub-goal intéressant. Hop, stream. Sub-goal. ID. ODB. Armored Div. US. 1944, hein, forcément. Voilà. Et ouais, d'ici une petite demi-heure, on ira sur Terra Invicta. Ça va péter. Hein. Vous allez voir, j'ai une super flotte. On va aller faire rien à foutre du match. Je ne savais pas qu'il y avait un match. J'ai une gueule à aller voir du foot.
Non, par contre, il y a le Grand Prix de Formule 1. Il y a le Grand Prix de Formule 1 là de Miami, je crois, dimanche. Ça, c'est plus important. Voilà. Donc ouais, Terra Invicta dans une demi-heure. J'ai mis le planning à jour. Demain, Manor Lord et Heart of Iron 4. HOI 4, j'ai joué les mecs quelques mois. On est en juillet 39. On va aller en Pologne. On va aller faire la guerre de Pologne demain soir. Hein. J'espère que je suis chaud. J'espère que je suis chaud. Parce que j'ai un peu peur. Voilà. Bon, écoutez, passez une bonne soirée. Bonne fin de semaine. Juste quand il allume sa perceuse. Oh, vous l'entendez? Quel cauchemar. Bon, allez, peut-être à tout à l'heure. Ciao.